Je vais donc me mettre tout de suite à présenter les candidats de ce dernier panel qui s'appelle Monde de l'édition, comment exister sur un territoire. À ma gauche, immédiatement, Bruno Doucet. Bruno Doucet a dirigé les éditions Segers avant de fonder une autre maison d'édition vouée à la poésie, à la défense des poésies du monde et des valeurs militantes, qui donc s'appelle les éditions Bruno Doucet. Un fauteuil plus loin, Jean-Guy Boin est économiste et sociologue. Il a exercé diverses fonctions dans le secteur du livre, d'ailleurs responsable du département économique du livre du ministère de la Culture et de la Communication dès sa création, puis directeur général du Bureau international de l'édition française, du BIEF. C'est d'ailleurs sous cette appellation que, apparemment, je vois que vous êtes ici, mais bon, on pourra parler de tout, évidemment. Et administrateur d'une maison d'édition de littérature et de sciences humaines qui est les éditions de la découverte. Encore un fauteuil plus loin, Marc Binsfeld, qui est aujourd'hui directeur des éditions Guy Binsfeld. Il suit le parcours de l'entreprise familiale fondée en 1979 et en 88, il rejoint son père, donc Guy Binsfeld, dans l'aventure d'une agence de communication, l'agence de communication Binsfeld, et de la maison d'édition, des éditions Guy Binsfeld. Donc, depuis, il est devenu gérant associé du groupe. Il est donc communicant et éditeur, et il est également vice-président de la Fédération luxembourgeoise des éditeurs de livres, dont d'ailleurs je suis le président. Et c'est un peu ce qu'il y a marqué sur mon badge, donc je pense qu'on m'a invité en tant que tel, mais j'ai également donc été enseignant-chercheur, ou plutôt, mettons, chercheur et également enseignant, au sein de l'IPSE et au sein de l'Institut de littérature et de langue luxembourgeoise, dont Jeanne Glesner, qui est ici avec nous, sera ou était, reviendra, et donc la directrice. Je commencerai tout simplement, donc on parlera du monde de l'édition, de la question du comment exister sur un territoire. J'essayerai d'aborder 3 axes thématiques, avec une problématique assez simple autour des stratégies que les éditeurs français et luxembourgeois développent, les enjeux, les difficultés auxquelles ils font face pour bien faire exister leur maison d'édition sur leur territoire spécifique, et même peut-être, comme Bruno Doucet, vous dirigez une maison d'édition de poésie, même en faisant exister un genre spécifique par rapport à d'autres genres. Donc, commençons par une première question qui est celle de la vision du métier de l'éditeur. L'éditeur, évidemment, doit faire fonctionner une entreprise également. Donc, il s'agira un peu j'aimerais bien vous poser la question des enjeux du métier. Comment lancer une stratégie, par exemple, comment lancer un business plan, par exemple, d'un pays à l'autre. On essaiera un peu de comparer, évidemment. Comment organise-t-on une maison? Par exemple, la maison Guy Binsfeld comporte un certain nombre de gens qui y travaillent, d'employés, j'allais dire, mais qui également sont engagés dans certaines missions dans l'agence de communication Binsfeld, ce qui est très intéressant comme type de structure de la maison d'édition. Et puis, on enchaînera peut-être avec le travail, avec d'autres corps de métier de la chaîne du livre. Mais bon, je vous laisse. Maintenant, j'ai posé assez de questions. Je vous laisse un peu parler. Ouais, je commence. Alors, c'est quoi ce métier, hein? C'est ça la première question, finalement. Alors, bon, pour ma part, je vais faire une réponse un peu singulière. Moi, je suis écrivain et éditeur, poète et éditeur de poètes. Donc, je ne perds jamais ces 2 dimensions de vue. J'ai envie de vous dire que, vous savez, l'écriture, c'est un fil fragile, la créativité littéraire chez un écrivain. Eh bien, être éditeur, c'est autour du fil fragile de sa propre écriture. Pour moi, c'est entourer d'autres fils
qui vont transformer ce fil initial en une espèce de tresse, de corde beaucoup plus solide qu'elle ne pouvait l'être au départ. Et cette corde, à quoi sert-elle? Eh bien, elle sert à rattacher les continents pour éviter qu'ils ne s'éloignent trop les uns des autres. Elle sert à tendre des liens, créer des liens entre les êtres, les générations, les cultures, les langues. Elle sert à ravauder la natte humaine tellement déchirée. Voilà, c'est tout cela qui fait que on devient, pour ma part, on devient éditeur. Je pourrais filer une deuxième métaphore en vous disant que être éditeur, c'est se trouver au milieu d'une rivière, à égale distance des deux rives. D'un côté, il y a la rive de l'auteur, de l'autre, il y a la rive des lecteurs. Et le boulot de l'éditeur, ça consiste à aménager le passage, une passerelle, un passage à gué. Mais voilà, c'est conduire le texte de l'horizon d'un être à l'horizon de tous les autres. Donc c'est donner, au fond, à la forme privée d'une utopie, c'est toujours plus ou moins ça, la littérature, quand on l'écrit, eh bien c'est donner à la forme privée de cette utopie une force collective. Nous sommes, l'éditeur, c'est le coefficient multiplicateur du texte, hein, voilà. Un manuscrit arrive en un unique exemplaire et puis il ressort en 1000, 10 000, 100 000, ça dépend, voilà, du cœur de l'activité. Voilà, je reprendrai la parole après, peut-être pour vous expliquer ce que je fais exactement, mais je voulais répondre à cette question de cette façon-là. À moi ? Bon, je pense que donc, par rapport à tout cet éventail de questions, il y a la question de base, comment exister aussi sur un territoire, et peut-être je pourrais dire un ou deux mots sur les éditions Guy Binsfeld d'un côté, mais peut-être aussi un tout petit peu le monde des éditeurs à Luxembourg. Donc exister sur un territoire, le territoire du Luxembourg, c'est quoi? On en a parlé. Donc quand notre entreprise a été fondée en 79, on comptait environ 350 000, 15 000 habitants. Aujourd'hui, le pays compte plus de 600 000 habitants. Donc c'est toujours un très très petit pays, mais qui a fondamentalement changé au niveau de la structure de la population. Entre parenthèses, comme on parle de région, à l'époque, plus ou moins 12 000 frontaliers, comme nous on dit, donc qui venaient travailler à Luxembourg. Aujourd'hui, plus de 200 000. Donc un pays qui a complètement changé. Et donc, c'est donc la question comment se retrouver en tant qu'éditeur sur ce territoire. Bon, chez nous, c'est un peu plus facile au niveau du départ parce que l'entreprise a été créée par mon père, qui était à la base journaliste. Après, il a créé une première agence de publicité et de communication, mais il avait aussi la passion que vous avez évoquée, donc du livre. Il voulait devenir éditeur, donc lui, il a construit un business model en recréant une nouvelle entreprise sur ces deux piliers, en ayant d'un côté une agence de communication, de l'autre côté une maison d'édition, et en essayant de chercher des synergies entre les deux activités, notamment par rapport à sa personne, à lui qui pouvait déjà, qui était synergie en tant que tel, pour ainsi dire, parce qu'il pouvait travailler sur les deux des plans d'activité. Et voilà, c'est à partir de ça qu'il a créé cette entreprise. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais à Luxembourg, je pense qu'il y a deux types d'éditeurs. Il y a les éditeurs d'un côté qui n'ont pas de structure, ou qui essaient de limiter les frais fixes, donc qui n'ont pas nécessairement d'employés, qui éventuellement essaient d'éviter tout ce qui est loyer, etc. Donc c'est des gens passionnés, des gens qui font le métier de façon très très professionnelle, mais qui essayent justement de le faire plutôt d'une approche en partant du volontariat. C'est très souvent aussi des auteurs ou des gens qui veulent faire l'édition de ce côté-là. Et il y a quelques maisons d'édition qui veulent se permettre des structures avec des employés, des spécialistes dans différents domaines. Et à ce moment-là, il faut rattacher cette activité à d'autres activités qui sont susceptibles de générer quand même des revenus. Voilà. Peut-être un dernier mot. Donc d'un côté, peut-être des éditeurs ou des maisons d'édition plutôt littéraires, et d'un autre côté, comme nous le sommes, des maisons d'édition plutôt généralistes, donc qui proposent dans leur programme de la littérature, mais aussi
des livres d'enfants ou de jeunesse et des livres thématiques. Au niveau du Luxembourg, ça peut être des thématiques d'histoire, des thématiques propres au pays, très souvent propres au pays, d'histoire, de présentation tout simplement du pays, j'appellerais ça tourisme guide ou autres présentations de livres photos, paysages, etc. Et les fameux livres de cuisine à Luxembourg qui font couler beaucoup d'encre, mais je ne sais pas, on va peut-être y revenir par après. Donc je ne veux pas aller trop loin, mais ça c'est un tout petit peu le cadre donc, dans lequel on peut se retrouver. Et nous avons donc opté pour cette approche d'être un éditeur généraliste avec une structure de synergie, mais je vais peut-être y revenir plus tard pour ne pas monopoliser trop la parole. Votre question est singulière et mérite en tout cas une réponse plurielle. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse commencer à parler de l'édition en disant comment on fait un business plan. Je veux dire, sur le fond, quand même, excusez-moi, mais le business plan, il vient comme un habillage par rapport à la réalisation d'un projet. Enfin, je pense qu'il faut inverser l'ordre des facteurs. Ça, c'est le premier point. Ensuite, selon le type de livre, ça n'a strictement rien à voir. Le travail qui est fait par Bruno Doucet est un type ou qui a été fait chez Segers, qui par ailleurs est un département au sein d'un groupe qui est Editis. Mais je veux dire, c'est le travail d'éditeur dans les deux cas, peu importe la propriété de la chose en tant que telle. Mais chez le même Editis, il y a Solar qui fait du livre pratique, qui est un tout autre métier. Ils ne font absolument pas le même métier. Certes, ils discutent avec des imprimeurs, certes, ils discutent avec des libraires, mais si vous voulez, c'est pas du tout la même chose. Bon, alors là, on parle. Ensuite, si vous voulez, on voit. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai été éditeur de sciences sociales, de littérature, plus de sciences sociales que de sciences humaines d'ailleurs. C'est un type de métier qui est totalement différent. Dans les auteurs qu'il y avait à l'époque, il y avait notamment deux historiens qui sont morts maintenant, qui étaient Pierre Vidal-Naquet et Jean-Pierre Vernant. Le travail de Vidal-Naquet et Vernant, si vous voulez, c'était un type d'histoire qui est probablement différent que le dictionnaire coordonné par Boucheron, si vous voulez, sur l'histoire mondiale de la France. C'est pas un jugement de valeur en soi, mais dans un cas, il y a un livre qui est un livre de commande avec un certain nombre de contributeurs, qui est un collectif, et je respecte tout à fait ça. Dans un autre cas, ce sont des chercheurs dans le domaine de la Grèce ancienne et de la Rome antique. Il n'y a aucun jugement de valeur, mais c'est pas le même type de travail. Et j'aime bien dans ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre parabole avec le fil et autres, si vous voulez, et la tresse. Mais effectivement, un éditeur, en tout cas, là où on va trouver quelque chose, c'est le premier lecteur d'abord d'un auteur. Bon, c'est le premier lecteur d'un auteur, mais en plus, c'est bizarrement, pour rentrer dans une forme d'expression de la modernité, on est dans une interactivité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le lecteur, mais c'est le lecteur qui va intervenir par ailleurs, c'est-à-dire transformer un matériau, pardon pour l'expression, si vous voulez, un matériau brut, une matière en fusion, d'une certaine façon, dans ce qui deviendra un manuscrit. Et selon que ce soit de la littérature, de la philosophie, ou dans un autre genre, naturellement, je veux dire, y compris les beaux livres, je veux dire, ou les livres d'art, si vous voulez, il y a un travail décisif de l'éditeur à l'intérieur de cela. L'ambiguïté vient peut-être du fait qu'en français, on n'emploie qu'un seul terme, qui est le terme d'édition, et je ne suis pas particulièrement anglomaniaque, mais c'est vrai qu'ils ont raison de dire qu'il y a d'un côté publisher et de l'autre côté editor, qui sont deux fonctions, si vous voulez, différentes, et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, qu'on ne traduit pas, mais je me permettrai quand même de penser qu'il faut déjà distinguer ces deux fonctions de façon très nette à l'intérieur de cela. En disant ça, en même temps, j'ai rapidement évoqué, mais je ne vais pas passer trop longtemps, sur la question d'accompagnement de la création en tant que telle, de celui de l'éditeur qui est le premier lecteur de ce livre, et cette relation très intime qu'il peut y avoir entre l'éditeur et l'auteur, si vous voulez, d'une part, d'un côté. Et puis d'un autre côté, il y a le fait que ça s'inscrit, on est dans des systèmes qui sont philosophiquement dans une logique libérale, je ne dis pas économiquement, philosophiquement dans une logique libérale, et que donc la recherche n'est pas avoir que des éditeurs d'État, si vous voulez, en tant que tel. Donc on est avec des entreprises qui, de toute façon, et ces entreprises, à un moment donné, elles ont une exigence qui est l'exigence au moins de l'équilibre, pour aller vite, si vous voulez, à moins d'avoir effectivement un mécène
qui en permanence fasse un certain nombre de choses. Mais elle est là-dedans. Alors, vous parliez tout à l'heure, si vous voulez, j'aime bien votre expression, que vous parliez des livres ou des secteurs qui vont apporter de la chose. En fait, je citerai quelqu'un qui est un peu plus ancien que vous, qui est Denis Diderot, qui, en 1763, il pigeait pour le syndicat des libraires. Et les libraires, au XVIIIe siècle, c'était aussi bien ce qu'on appelle aujourd'hui les imprimeurs, les éditeurs et les libraires, comme vous le savez. Il n'y avait pas de disjonction des fonctions. À l'inverse, je veux dire, c'était la même. Et donc, il avait, comme le syndicat des libraires ou l'équivalent, si vous voulez, lui avait commandé quelque chose, il était rémunéré d'ailleurs, et qui est intitulé, vous trouvez, c'est dans le domaine public, vous trouverez sur Internet sans problème, qui s'appelle Lettres sur le commerce de la librairie. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans cette affaire, c'est pas l'œuvre principale de Denis Diderot, mais c'est intéressant de voir. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, j'y vois deux choses. D'une part, j'ai l'impression que c'est la première fois que quelqu'un parle de la nécessité, voire de l'importance d'une politique de régulation en matière de commerce du livre, avec, il ne dit pas le terme, mais une sorte, si vous voulez, de préfixe du livre, je veux dire, en tant que tel. C'est très étonnant, en 1763, quand même, ça fait un bout de temps, un peu plus de 250 ans, d'une part. Et d'autre part, c'est lui qui, en fait, il n'a pas écrit ce terme, c'est moi qui vais le reprendre, mais c'est le premier qui évoque la péréquation. Donc la péréquation, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, avec le langage et sa plume de l'époque, il est en train de dire que quand un éditeur sort 10 titres, il y en a 7 où il perd de l'argent, 2 où il équilibre, et 1 où effectivement il fait davantage et qui permet de faire... Bon, c'est la même logique, c'est logique, mais je trouve c'est assez drôle, si vous voulez, de la voir en l'état, et c'est une des caractéristiques, et là c'est très intéressant, qu'on retrouve aussi dans le cinéma et l'audiovisuel, ce qui est probablement aussi une des clés de compréhension des industries culturelles, d'un strict point de vue économique à l'intérieur de cela, ce qui est évidemment, ou beaucoup moins en tout cas, le cas dans la métallurgie, ou éventuellement dans des secteurs industriels ou agroalimentaires, si vous voulez, d'un autre ordre. Donc là, il y a effectivement un autre métier, ça revient au sujet qui est ici, qui est comment exister ou comment se développer, si vous voulez, sur le territoire. Et là, effectivement, le problème, c'est à la fois micro, de personnel, enfin l'entreprise, micro-entreprise, mais c'est macroéconomique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire qu'on se donne les moyens d'avoir un outil d'accès au marché, de facilitation d'accès au marché. Sauf erreur, je pense que vous êtes diffusé par Harmonia Mundi. Je veux dire, bon, vous avez donc choisi un distributeur qui n'est pas le plus important, mais qui existe, qui représente, je sais pas, 250 éditeurs, à peu près quelque chose de ce ton, peut-être 200, peut-être maintenant. Hein? Ben, ça va augmenter parce qu'ils reprennent du CDE, là. Mais donc, en tout cas, si vous voulez, et Bruno Doucet a choisi, c'est la maison Bruno Doucet, mais il a choisi d'avoir aussi un accès au marché via, effectivement, sa structure de diffusion et de distribution, dont il se trouve qu'elle est basée à Arles, il n'y voyait pas de lien avec la précédente ministre française de la Culture, mais qui est son père, Coutaz, qui l'avait créé. Et si vous voulez, c'est très... Donc là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, on a un éditeur qui, par ailleurs, a fait un passage chez Segers, qui n'est pas n'importe quel éditeur, je veux dire en tant que tel, mais qui était au sein d'Inprint, d'une certaine façon, au sein d'un groupe qui, à l'époque, vous avez connu aussi bien Havas que le baron Sellière quand c'est Planeta. Et donc, effectivement, donc, des groupes financiers ou autre chose. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il avait lui-même un diffuseur-distributeur qui s'appelle Interforum. Donc, en tout cas, si vous voulez, il y a un accès, cette recherche d'un accès au marché, ce qui n'empêche pas, si vous voulez, cette maison de publier, Bruno Doucet, d'avoir la complète responsabilité éditoriale et économique de sa propre structure, je veux dire, en tant que telle. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, je pense que plus généralement, on ne peut pas imaginer un avenir du livre ou une vie cohérente du secteur du livre sans l'imaginer dans une cohérence globale de ce que c'est ce secteur du livre en tant que tel. C'est-à-dire que ça va de l'auteur jusqu'au lecteur en passant par tous les stades, marchands et non marchands par ailleurs, c'est-à-dire y compris les bibliothèques et le monde de l'éducation d'ailleurs de cette façon. Il est évident que le livre, quand on réfléchit de façon très cynique, en France, c'est 0,12% du produit intérieur brut. C'est une pure anecdote. Je veux dire, c'est à côté de Carrefour. Vous voyez, c'est le chiffre d'affaires de Carrefour, c'est complètement une plaisanterie. Et donc, à la fois, les gens en rêvent, et en même temps, c'est microscopique. Donc, effectivement, on sait en France, mais dans toute une série d'autres pays,
qu'effectivement, cette industrie a besoin de régulation. Ces régulations en France reposent sur deux grands socles qui sont d'une part la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que le droit d'auteur en tant que tel, et pour lequel, vous le savez, il y a un débat difficile actuellement à la Commission européenne sur le sujet, dans la perspective d'une future directive, d'une part, et d'autre part, un système qui est le système de prix fixe du livre, prix unique du livre, une vingtaine de pays dans le monde qui l'ont adopté. Donc il y a ce cadre-là, et il est évident qu'il y a besoin, par ailleurs, de valoriser cette profession, de valoriser cette création, si vous voulez, en permanence, au titre microéconomique, parce que vous parlez de l'accès à la presse, par exemple, pour un éditeur luxembourgeois en France, mais c'est aussi, si vous voulez, d'une certaine façon, auprès des politiques, auprès des gens qui sont dans les réseaux sociaux, d'une certaine façon, d'ailleurs, aujourd'hui, jouent ce genre de rôle. Et ça, je crois, si vous voulez, que c'est très important, et j'ai eu une expérience internationale assez forte quand j'étais au BIEF, puis je suis resté 17 ans, mais j'ai vu, si vous voulez, dans un certain nombre de pays, selon le degré de maturation de l'organisation du secteur, public d'une part, mais professionnel de l'autre. Parce qu'encore une fois, s'il y a uniquement un État très interventionniste, mais que les professionnels en sont dans une attitude individualiste et un peu autre chose, les choses n'avancent pas. Donc effectivement, il y a une sorte d'objectif et de contrainte, si vous voulez, qui se pose, et d'adéquation assez forte. Et le ministère de la Culture est bien placé pour le savoir, parce que c'est lui-même maintenant qui se trouve d'ailleurs être plutôt un médiateur entre les professions du livre d'un côté et Bercy de l'autre, c'est-à-dire le ministre des Finances. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, Colette aussi, d'une certaine façon. On va également y revenir à ces points. Vous êtes trop rapide pour moi. Mais j'aimerais quand même revenir sur un petit point, justement, qui date d'il y a 10 minutes à peu près, qui est la question du type de métier d'éditeur. Et justement, j'aimerais vous la poser. Quel type de métier, mais ça veut également dire, ou du moins dans ma question, j'entends également presque quel genre d'auteur et de littérature cherchez-vous dans votre maison d'édition? Comment se sont faits ces choix depuis toujours? Justement, d'ailleurs, depuis le départ d'une maison d'édition qui n'était pas n'importe laquelle, à la fondation d'une nouvelle maison d'édition qui porte votre nom. Oui, alors, donc, moi je ne publie que des poètes, c'est un choix, et pourtant je suis romancier, ma compagne est romancière aussi, donc il aurait été très facile pour nous de publier des romanciers et de démarrer avec une voile un petit peu plus large que celle qui est sur notre petit bateau. Publier des poètes, c'est-à-dire, au fond, cette parole qui est rendue au silence. Hein, c'est ça la poésie, hein, ce sont des mots qui se mettent debout dans l'espace de la page et qui font entendre ce que les mots ne disent pas, justement. Nous publions des poètes du monde entier. En 10 ans, c'est les 5 continents qui sont entrés dans ce catalogue. Quelques poètes luxembourgeois, comme Jean Portante ou Lambert Schlester, dans des anthologies ou d'autres. Des poètes que nous publions autant que faire se peut dans leur langue d'origine. Alors c'est très évident lorsqu'il s'agit de la langue arabe de Mahram al-Masri ou de Hala Mohammad qui viennent de Syrie. C'est très évident lorsqu'on publie des auteurs en espagnol ou en anglais. Ça l'est un peu moins quand on publie Rita Mestocosho, une poète amérindienne Innu, rencontrée dans le Grand Nord québécois, et qu'on décide de faire un livre qui sera accompagné par des photographies d'une artiste, et qu'on décide de faire un tirage de 1800 exemplaires, et que l'on viendrait imprimer. Donc ça, c'est formidable, vous voyez. Donc, des anthologies, des ouvrages en édition bilingue, et puis trois autres repères qui guident au fond notre petite navigation. L'ouverture au plus grand nombre. Je n'ai jamais compris pourquoi la poésie devrait être réservée à un cercle restreint de spécialistes ou d'initiés. Donc les livres que nous publions, nous les adressons à tous, en partant du principe que la poésie est un chant universel et que c'est cela que nous voulons faire entendre. Troisième point, nous essayons de défendre une poésie qui n'a pas complètement fait séparer le lyrisme et l'engagement, c'est-à-dire d'un côté cette transformation d'un cri en chant, c'est ça le lyrisme, l'expression de l'intime, et puis de l'autre la reconnaissance de la force des valeurs collectives. Alors on s'inscrit dans un certain héritage. Vous avez cité Pierre Segers, mais on pourrait citer Nazim Hikmet, Yanis Ritsos en Grèce, Pablo Neruda, Garcia Lorca. Voilà. Moi, je viens de là, je le dis carrément. C'est cet héritage que l'on revendique.
Et puis le quatrième et dernier point vraiment fondamental, sans lequel peut-être je ne serais pas ici, c'est que la poésie est un art vivant, qu'il faut faire entendre, qui se nourrit de la rencontre et du partage avec le public. Et donc mon travail d'éditeur, ça consiste non pas seulement à accompagner les auteurs, parfois de très longue date en amont de la publication du livre, mais ça consiste aussi à faire entendre les textes, et je suis sur les routes de France et d'ailleurs plus d'un jour sur deux dans l'année. C'est entre 150 et 200 rencontres, lectures par an, en librairie, en médiathèque, dans la rue, dans les cafés, dans les théâtres, dans les festivals, etc., etc. Jusqu'aux lectures en appartement qu'on peut nous demander parfois. Vous voyez ? Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je voudrais ajouter encore une chose pour revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'il dirige Segers ou qu'il ait fondé sa propre maison d'édition. En gros, c'est le même métier, c'est vrai, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gestes, je les accomplis jusqu'au bout. J'ai la tête un peu plus haut dans les étoiles et j'ai les pieds un peu plus ancrés dans le sol. Parce que chez Segers, j'étais directeur littéraire, mais il y avait quand même des gestionnaires, il y avait des gens qui contrôlaient la gestion et qui me disaient mais c'est bizarre là, pourquoi tu mets pas trois poèmes par texte, par page? Quel gaspillage de papier, quoi. Ce livre, tu pouvais faire un 60 pages, c'était très possible. Ou bien on me disait mais tu viens de publier cet auteur-là, Raymond Jab. Non, je disais Edmond Jabès. Oui, mais enfin, Edmond, Raymond, de toute façon, c'est pareil. Personne ici, chez Robert Laffont, n'en a jamais entendu parler, à croire que tu inventes le nom des poètes que tu publies. Moi, je répondais, donc, ne sois pas trop ridicule, parce que là, c'est quand même assez inquiétant. Et puis la personne me disait, mais tu sais, le livre coûtera moins cher si tu le pilonnes quand il arrive de chez l'imprimeur. Des choses comme ça, je les ai entendues, voilà. Donc aujourd'hui, on accomplit tous les gestes et finalement, peut-être ce qui caractérise un éditeur indépendant, c'est qu'il doit avoir à la fois vraiment les pieds bien ancrés dans la réalité journalière et la réalité comptable, et puis en même temps la tête dans les nuages. Parce que si vous ne rêvez pas le monde, c'est pas la peine de faire ce métier. Si vous n'êtes pas prêt à vendre la moitié de votre bibliothèque personnelle pour financer un livre, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas le sentiment que le fil des livres, que les livres sont cousus avec le fil de votre propre vie, faites autre chose. Voilà. J'aimerais bien reposer la même question à Mark Binsfeld, en ce sens que c'est intéressant parce que sa maison d'édition se situe à un autre bout des types de métiers différents voilà, ou des types d'identités différentes que peuvent avoir les maisons d'édition. Comme il a dit tout à l'heure, il fait un peu de tout. Reposons cette question-là à Marc. Donc le type de métier d'éditeur ou comment faire des choix d'auteur de livres. Et pourquoi pas cette question que j'allais de toute façon à un moment poser. Qu'est-ce qu'on fait à côté? Quels événements, quels gestes, justement, c'était le mot utilisé, accomplit-on à côté de la fabrication des livres uniquement pour faire vivre sa maison d'édition? Beaucoup de questions en même temps. Donc, oui, bon, premièrement, donc, comme je l'ai expliqué, nous avons ces différentes activités au sein de notre entreprise, mais quand même des équipes bien dédiées aussi. Donc nous avons une équipe vraiment dédiée à l'édition. Vous avez parlé effectivement, c'est le terme de publisher, etc., donc publishing. Donc là, il y a effectivement des synergies qu'on trouve avec notre autre métier de communicateur. Mais laissons ça. Donc voilà, au niveau des éditions, du choix, de l'orientation, au niveau de notre programme, je dirais qu'on avait au départ, et Claude Conter l'a mentionné, quand mon père a créé la maison d'édition, elle était aussi très fortement orientée littérature. Il y avait donc notre maison d'édition et les éditions FIC qui, dans les années 80, étaient très actifs à ce niveau-là, mais mine de rien, et on parle parfois de DNA d'une entreprise, bon, j'aime pas trop le terme, mais quelque part c'est comme ça, effectivement, dès le départ, à côté de la littérature, il y avait ces autres thèmes qui passionnaient mon père, donc en tant qu'éditeur. Donc après,
10 ans, on a connu, faut le dire, quelques problèmes financiers quand même au niveau de l'entreprise, suite justement à un certain nombre de prises de risques par rapport à ce volet des éditions qui était plutôt du domaine culturel. Donc, et comme c'était une petite structure, donc il fallait pendant un certain nombre d'années peut-être un peu réorienter notre activité vers des secteurs plus oui, économiquement rentables. Mais depuis une dizaine d'années, quand j'ai repris les éditions, on a décidé quand même de... On n'était pas confronté à un choix. À l'époque, on publiait 1, 2 livres de littérature par an, parfois pas, livres parfois... Donc je disais, non, ou bien on fait de la littérature, ou bien on n'en fait pas. Ça ne sert à rien de faire un pas en avant, ensuite de s'arrêter pendant un an. Donc, et bon, on a décidé que la littérature devrait de nouveau devenir plus important, parce que la passion était là, et on avait vraiment envie de le faire. Et donc on a reconstruit en fait notre programme littérature et notre... comment dire, au début, c'était même peut-être difficile de trouver des auteurs. Et on a eu de la chance maintenant sur les 10 années où on s'est remis sur ce créneau-là, d'avoir de plus en plus d'auteurs qui nous ont rejoints pour différentes raisons. Peut-être parce qu'ils ont vu que voilà, on mettait tout le soin et l'amour dans ce volet-là, mais aussi parce qu'il y a une ou deux maisons qui ont peut-être d'éditions qui ont arrêté, effectivement, où des auteurs étaient à la recherche d'une nouvelle maison et certains d'entre eux nous ont rejoints. Voilà, donc, et donc on est très content par rapport à cela. Pour l'instant, on est un peu plus dans, parce qu'on a mentionné, les auteurs à Luxembourg publient dans plus ou moins 4 langues. Et dans notre maison, on a plutôt maintenant des auteurs qui écrivent en luxembourgeois, voire allemand, un tout petit peu moins d'auteurs qui écrivent en français. Voilà, et donc nous on est ouverts. D'ailleurs, un sujet très important pour les maisons d'édition à Luxembourg, c'est justement, on en vient d'en discuter, c'est les nouveaux auteurs, les jeunes auteurs. Et on voit qu'il y a déjà un certain nombre de jeunes auteurs qui ont, oui, peut-être la trentaine, 25, qui ont entre 25 et 40 ans, mais il y a des jeunes qui suivent. Donc nous, on a de plus en plus aussi maintenant de manuscrits d'auteurs qui sont autour de la vingtaine, donc qui vraiment commencent à se lancer. Et pour nous, c'est aussi un challenge. Donc on va publier là un livre aussi un premier livre d'une très jeune autrice, donc qui a maintenant 18 ans. Et voilà, donc c'est des challenges qui nous passionnent. Donc voilà. Il y a tellement de thèmes, donc je me perds peut-être un peu, mais donc ça c'est le côté littérature. Bon, après, moi je voudrais dire aussi que comme on est généraliste, donc on a d'un côté aussi il y a quand même aussi des auteurs de livres thématiques qui viennent nous voir, hein, donc avec des sujets vraiment passionnants, mais aussi des livres où nous on est initiateurs du livre. Donc c'est effectivement d'autres métiers, comme vous l'avez dit. Donc nous on regarde le territoire, le marché, et on se dit, ben tiens, il y a des thèmes qui pourraient intéresser, il y a des idées qui naissent. Et il y a un livre magnifique dans ce contexte, c'est un livre de cuisine, il fallait en citer un, qui s'appelle Cucina Mia, où l'idée était venue de dire, on avait une forte immigration d'Italiens et de familles italiennes, donc au début de l'industrialisation avec la sidérurgie, etc. Et l'idée donc était de dire, retraçons un peu les menus et les histoires de ces familles, donc ce qui est une partie de notre patrimoine. Entre-temps, et on a eu la chance avec Georges Hausmer, l'auteur qui nous a malheureusement quittés sous peu, qui a pris en charge ce projet. Et donc on en a fait un livre de cuisine pour ce territoire, pour Luxembourg, mais avec un auteur, donc un écrivain, donc qui a rajouté dans ce livre toute une recherche. Il est allé voir les familles, il a discuté avec ces familles. Et en fin de compte, on a réussi là vraiment un best-seller incroyable en vendant pour notre pays. Je pense qu'on s'est approché des 10 000 exemplaires vendus, ce qui pour Luxembourg est extraordinaire. Bon, je vous donne un tout petit peu ce genre de... Voilà, pour illustrer quelle est la vie de notre maison d'édition. Donc c'est un tout petit peu, voilà,
un généraliste, effectivement, on essaie de bien faire les différentes choses avec passion. Voilà. Changeant un tout petit peu de sujet, mais pas tout à fait. Mais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé quand vous disiez que sur 6 livres, il y en a 3 qui sont des livres à perte, 2 plus ou moins qui réussissent à être équilibrés, et un livre, voilà, qui fonctionne ou qui marche, qui cartonne. J'aimerais poser la question des sous, en effet, de l'argent. Comment est-ce qu'on fait en dehors des ventes, évidemment, en dehors des événements qu'on organise pour faire survivre une maison d'édition d'ici ou d'ailleurs, je veux dire, en matière de politique culturelle et de soutien. Quels sont vos rapports avec, sauf si on a un mécène, évidemment, comme il a été dit tout à l'heure, mais par exemple, est-ce que votre maison d'édition est à la recherche de subsides, par exemple? Est-ce que cette démarche doit se faire régulièrement pour survivre ou non? Je peux vous donner l'exemple, par exemple, des toutes petites maisons d'édition au Luxembourg, sans le soutien plus ou moins substantiel du fonds culturel. La moitié des maisons d'édition luxembourgeoises, probablement même beaucoup plus, fermeraient leurs portes demain. J'aimerais bien poser cette question de façon transfrontalière, ou justement, même d'ailleurs en enjambant les différents genres littéraires et types de métiers. Mark Binsfeld vient de dire, avec un livre de cuisine, on vient d'avoir un best-seller absolu, ce qui a également été certainement très bénéfique pour la maison d'édition, dans ce sens qu'il y a eu de l'argent qui est rentré à ce moment-là. Mais, donc, justement, revenons à la question de la politique culturelle et des subsides. Comment sont vos démarches? Est-ce que vous en faites de ces démarches ou non? Vous voulez vous tenir à l'écart d'une recherche de subsides actives? Voilà. Je pense qu'on peut élargir la question. Oui. Alors, et puis peut-être aussi élargir un peu le champ de la question en vous disant d'abord structure juridique pour ma maison d'édition, c'est pas une association, c'est une SARL. On a mis dans l'aventure au départ un petit capital qui permettait de produire les 6 premiers livres. Il n'y a pas de fortune personnelle, il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de prêt bancaire. Donc c'est simplement les livres qui se vendent suffisamment pour pouvoir vraiment faire tourner la machine. Mais nous programmons par exemple 18 livres par an, peut-être cette année 20 livres, mais pour l'instant je ne sais pas comment je financerai les livres à partir du mois de juillet. Mais je compte sur les ventes qui vont avoir lieu maintenant, de février, voilà. Nous sommes diffusés et distribués, monsieur l'a dit, par Harmonia Mundi, c'est-à-dire que nous laissons 60% de notre chiffre d'affaires aux autres, diffuseurs, distributeurs, libraires. C'est ce que nous avons souhaité, donc je ne m'en plains pas. Nous sommes payés à 90 jours fin de mois. Donc le livre qui est vendu aujourd'hui, vous calculez, vous rajoutez 4 mois. Voilà. Ça veut dire qu'il faut vraiment que la qualité principale de l'éditeur soit la capacité d'anticipation. De sorte que parfois j'ai l'impression que je suis déjà en automne 2019, parce que je sais quelles seront les bonnes périodes et je sais déjà quelles seront les périodes difficiles avec la gestion des retours de l'été, l'impossible rentrée littéraire pour un éditeur de poésie. Vous imaginez ce que peut être le mois de septembre, ce n'est pas évident. L'effort de production qui va arriver au moment où les retours vont nous impacter. Donc tout cela, je suis déjà beaucoup dans la gestion de mon automne. Voilà. J'ai 2 salariés à temps plein, donc le coût du travail est assez élevé. Moi-même, je suis à mi-temps et puis j'essaie tant bien que mal de vivre aussi avec mes droits d'auteur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne cours pas après les subventions, mais mes amis associés me disent il faut quand même aller en chercher. Voilà. Et une fois, je suis revenu en leur disant cette année, j'ai ramené 2000 €. Ils m'ont dit tu vas essayer de faire 20 la prochaine fois. Voilà, et j'essaye, ce n'est pas si simple.
Il y a des pays, puisque je publie des poètes du monde entier, vous imaginez quand je publie des auteurs qui viennent de Palestine, de Syrie, d'Irak aujourd'hui, que puis-je espérer? Je ne vais pas aller demander à quelque gouvernement que ce soit une aide. Et puis il y a des pays qui peuvent apporter une aide. Par exemple, la Corée du Sud, de façon très... vraiment une politique. Par exemple, j'ai publié 3 auteurs coréens et à chaque fois, nous avons pu obtenir des billets d'avion pour faire venir nos auteurs, parfois une aide à la publication. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment extrêmement précieuses. Les bureaux culturels des différents pays, par exemple. Oui, voilà. Quand on peut obtenir un billet d'avion pour faire venir un auteur et puis que cet auteur peut avoir un per diem d'une dizaine de jours, je vous assure que pour l'éditeur, c'est formidable. On n'a pas à se tracasser pour l'hébergement, etc., etc., quoi. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment très, très, très précieux. Mais vous comprenez bien que c'est une aventure totale, quoi. C'est la vie entière. Il n'y a pas d'autre manière de dire les choses, mais en même temps, pour moi, c'est la vraie vie, c'est ça. Voilà. Je voudrais ajouter peut-être une chose. La plus importante, c'est que c'est tout simplement peut-être que tous les livres que nous publions un jour, j'aimerais que quelqu'un puisse dire, ce sont les strophes d'un seul et même long poème.